Donc, du coup, je regarde ma spécialité qui est l'équipe d'entreprise, aussi l'équipe de sport. Je regarde ma spécialité, et c'est ce que je vais faire avec vous, non pas du côté de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise, elle a une équipe de sport, une équipe de direction, pardon, c'est pas du sport, une équipe de direction, une équipe de marketing, des équipes de production. Donc, elle a des équipes qu'elle met en place. Bien souvent, elle appelle équipe ce que moi j'appellerais des services ou des comités. Hein, parce qu'une équipe, c'est quelque chose de très spécifique dans le fonctionnement. Mais on dit mon équipe, en fait, il n'y a pas d'équipe du tout. Il y a des gens qui sont aux ordres d'un chef. En fait, c'est ses bras droits, c'est la continuation de ses membres. Ce qui m'intéresse là, avec vous, c'est de voir l'équipe par en dessous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle apporte? Du côté de l'entreprise, on sait ce qu'elle apporte. Qu'est-ce qu'elle apporte à l'équipier, aux membres de l'équipe? Et c'est en regardant ça que je me suis aperçu qu'en fait, ça avait un gros avantage par rapport à l'époque que nous vivons, c'est que ça diminue le stress. Je voudrais vous donner une définition de l'équipe que vous reteniez facilement. Il y en a des plus académiques, mais en fait, une équipe est un groupe de copains, de potes, de gens qui sont à la proximité, qui sont dans la complicité et qui sont orientés vers un même objectif. Dans cette définition, il faut repérer deux choses. Il y a l'orientation objectif, on le savait, hein. L'équipe de marketing, elle fait du marketing, elle doit arriver à tel résultat à la fin de l'année, mais il y a le groupe de copains. C'est-à-dire qu'une équipe est le seul, un comité ne fonctionne pas comme ça, un service ne fonctionne pas comme ça, c'est un des rares groupes, l'équipe, groupe humain, qui fonctionne sur des relations affectives. Je voudrais à ce sujet vous donner un exemple d'un monsieur qui s'appelait Lilienthal aux USA en 1946, qui était quelqu'un de connu, d'apprécié, et à qui le gouvernement américain avait confié la mission de réfléchir à la façon de ne pas d'éviter la prolifération de l'armement atomique. 1946, quelques mois après Nagasaki et Hiroshima, le gouvernement américain s'inquiète de la prolifération possible des bombes atomiques. L'ONU aussi. Donc on demande à M. Lilienthal de réunir des gens autour de lui et de réfléchir pour faire des préconisations. Cet homme réunit autour de lui des républicains, des démocrates, des scientifiques, des gens réputés pour leur probité, leur sens de l'État, leur sens de la collectivité, enfin des personnes, je dirais, connues et reconnues par tous. Il les réunit, il y en avait une douzaine à peu près, il les réunit. Au bout de 2 mois, la presse s'étonne, le gouvernement s'étonne, l'ONU s'impatiente, leur dit « mais on n'entend rien de vous, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 2 mois, ça presse. » Lilienthal leur répond « on fait connaissance. » Je ne sais pas si vous imaginez, on fait connaissance. 1946, une commission pareille, on fait connaissance. Quand ils ont eu fait connaissance, ils se sont mis au travail. Ils ont rendu leur rapport assez rapidement d'ailleurs et à l'unanimité. C'est-à-dire non seulement on avait des républicains et des démocrates qui avaient bien vu ensemble, on avait des scientifiques et des politiques, etc. On avait toutes sortes de populations. Ils étaient tous d'accord à l'unanimité. Ils n'ont pas voté à l'unanimité pour se faire plaisir. Ils ont voté à l'unanimité parce qu'ils avaient un principe. Si un tel avec qui je travaille, que je connais bien, il nous a raconté ce qu'il était, ce dont il était capable, je le connais bien, il est aussi intelligent que moi, il a autant de bonne volonté que moi, s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a un bug. C'est qu'il y a quelque chose que lui ou moi ou nous deux, nous n'avons pas vu. Alors on cherche, on bosse, jusqu'à ce qu'on voit la même chose. Évidemment, ils ont travaillé, ils ont vu tous la même chose et ils ont rendu leur rapport qui a été utilisé par l'ONU. Ils ont rendu un rapport unanime. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'ils avaient commencé par le travail sur le lien, les liens entre eux.
Ils avaient perdu du temps. Seulement, mon expérience me montre que face à un groupe qu'on met au travail, vous savez, un groupe ad hoc, on le met au travail et à côté on met une équipe. L'équipe commence par perdre du temps. Elle réfléchit à la façon dont elle va travailler. Pendant ce temps, le groupe de travail travaille. Seulement, très rapidement, le niveau de mobilisation de l'équipe est tellement supérieur que l'équipe arrive plus loin que le groupe de travail qui était parti en même temps. C'est clair ce que je vous dis? Tant mieux. Alors, je voudrais... on va sortir quelques banalités, hein, mais c'est important de se les rappeler. Une entreprise à 8 h du matin, 7 h du matin, tôt, avant que les gens n'arrivent. C'est un ensemble immobilier, donc c'est du dur. Il y a des fils partout, il y a des ordinateurs en veille. Dans l'atelier, il y a des robots à l'arrêt. On voit bien qu'il y a des process un peu affichés sur les murs. Si on ouvre un ordinateur, on s'aperçoit qu'il va y avoir énormément de process. Hein. Il y a des bureaux juridiques, etc. Une organisation, c'est un ensemble, c'est un système, mais c'est un système dur. Du droit, du juridique, de l'économique, du béton, des machines. Alors, il ne faut pas demander à cette organisation, à ce système dur, d'être humain. C'est idiot. Ce n'est pas son job d'être humain. Son job, c'est d'être opérationnel, de protéger, hein, de pérenniser, etc. On ne demande pas à une organisation d'être humaine. 9 h du matin, 8 h 30 pour certains, les gens arrivent dans l'organisation. Et là, ils commencent à s'asseoir, à circuler dans les couloirs. Hein. Et là, en effet, c'est un autre système qui s'installe, mais c'est un système humain. Alors lui, autant j'ai dit qu'il ne faut pas demander à l'organisation d'être humaine, autant à cet ensemble de gens, je veux dire, la moindre des choses, c'est que ça soit humain. Entre eux. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, ce que je raconte. C'est pas tout à fait ce qu'on voit. En fait, les gens, si on reprend la vieille pyramide de Maslow que tous les étudiants en école de commerce ou d'autres connaissent, hein, si on reprend cette vieille pyramide de Maslow, on s'aperçoit, on va prendre que les 3 besoins, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les besoins qu'il faut satisfaire pour avoir quelqu'un de motivé. On va prendre sécurité, appartenance, considération. Et on va regarder, en gros, comment ça se passe. Ce que je dis est plutôt vrai pour des collaborateurs, des agents de maîtrise, hein, pour le gros des troupes de l'entreprise. Ce n'est pas vrai au niveau des dirigeants, des cadres dirigeants, parce qu'ils ont plus de chance, ils ont plus de considération, plus d'appartenance que les gens qui sont, par exemple, dans les ateliers ou dans les bureaux. Sécurité. J'adore quand ma patronne, j'en ai une, me regarde par-dessus ses lunettes. Quand ma patronne me regarde par-dessus ses lunettes comme ça, je suis en sécurité. Quand nous sommes réunis tous ensemble dans un congrès d'entreprise, je me sens appartenir. Appartenir comme ça, appartenir à une masse, à une foule, hein, mais on ne peut pas dire que je me sens très différencié, très spécifique. Et en fait, les humains sont traités comme un ensemble de ressources. Hein. Il y a les ressources de production, les machines, les ordinateurs, puis il y a les ressources humaines. Et en fait, on s'aperçoit qu'on traite parfois, heureusement il y a de belles exceptions, on traite parfois les ressources humaines un peu comme les ressources de production. Hein. On les entretient. La considération, on ne connaît même pas le mot des fois, dans certaines organisations. La considération.
Considération. Madame la DRH, j'ai besoin d'un peu d'amour. Bon, ça ne se dit pas, ça. Hein. C'est au-delà de la considération. Mais on n'est pas en entreprise, on n'est pas regardé, on n'est pas différencié, on n'est pas spécifié. Pas assez. On l'est dans un dossier. Hein, mais quand vous êtes dans cette foule, quand vous dites vous saluez des gens que vous connaissez à peine, hein, et vous vous sentez un parmi d'autres. Alors, quand cet individu qui n'appartient qu'à une grande masse, qui ne se sent pas considéré, qui ne se sent pas reconnu, est soumis à des objectifs forts et au stress normal, au stress naturel, auquel les organisations sont soumises. Du DG jusqu'à la strate la plus basse de l'entreprise. Tout le monde est sous stress. Mais évidemment, ceux qui sont soumis à ce manque de considération, d'appartenance ou de reconnaissance, ils en souffrent plus que d'autres. Ils n'ont personne vers qui se retourner, personne à qui en parler. Ils ont peut-être un groupe de potes, hein, avec qui ils vont prendre le pastis après le travail, ou des copines, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et c'est là que l'équipe va nous permettre d'éviter ce phénomène-là. Ce phénomène-là, c'est un pot de fleurs, hein, dans lequel le jardinier n'a pas fait attention aux besoins. De la lumière, des sels minéraux, de l'eau. Il n'a pas fait besoin. Hein. S'il met de la lumière, des sels minéraux ou de l'eau, il n'y a même pas besoin. La plante toute seule va se relever. Bien souvent, on estime à peu près à 81% ou 89%, d'après une enquête Gallup, à 89%, les gens qui étaient parfaitement mobilisés, motivés lors de leur embauche, 89%, hein, et depuis qu'ils sont embauchés, il y en a 61% qui sont peu mobilisés, c'est-à-dire que leur mobilisation elle a baissé depuis qu'ils sont embauchés, et puis vous en avez 28% qui, comme dit l'enquête Gallup, sont activement désengagés. C'est une fortune pour l'entreprise. On n'est pas là. Vous pourrez poser des questions après, mais on pourra faire les calculs. Alors, ma spécialité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équipe, c'est le fonctionnement collectif en équipe. Hein. Et qu'est-ce que c'est que l'équipe ? Quel effet elle a sur l'individu ? Je ne parle pas de l'équipe du côté de la performance. C'est OK, on le sait bien. Du côté de l'efficacité, une bonne équipe, c'est efficace, c'est performant, c'est économique. Mais ça, c'est vu de l'entreprise. Maintenant, je veux voir ça de dessous. L'équipe, c'est la mobilisation. Mobilisation, c'est la mise en mouvement. C'est l'émulation. L'émulation, c'est l'effet de la comparaison. Quand on se compare en équipe, on s'aperçoit qu'un tel fait ça mieux que nous, et du coup, ça nous donne envie soit de faire quelque chose mieux que lui, soit de faire aussi bien. Il y a une émulation, tout comme il y a une stimulation. Hein. Allez, vas-y, aide-nous, viens, on compte sur toi. Il y a aussi des choses sur lesquelles il y a des études qui ont été faites, comme la coaction. Sur certaines tâches que nous savons faire, quand on se met à travailler à deux, on est 3 fois plus rapide à se mettre au travail et à produire. Hein, il y a des expériences qui ont été faites en 1930 là-dessus, qui est par un professeur chinois qui s'appelle Chen. Hein, c'est des fourmis de Chen. Depuis, on a refait ça avec des humains, etc. Et on s'est aperçu que c'était complètement juste pour tout le monde. Donc l'équipe est un lieu de partage, mais qui permet le mouvement, l'émulation, la stimulation, la coaction. Aussi, elle permet la responsabilisation. Dans l'équipe, il y a des phénomènes quasiment de fraternité. On le voit bien dans les équipes de sport.
puisque c'est à peu près les seules équipes qu'on peut voir, par exemple, dans les vestiaires. Mais on le voit à la machine à café, on le voit dans des contacts quand on est en entreprise. Lorsque quelqu'un dit à un autre équipier, disons que la prochaine fois, tu ne me passes plus un coup de téléphone comme ça, hein, tu le traites parce que tu n'as pas besoin de moi pour ça, ou bien ton rapport, il est en dessous de ce que tu sais faire, je veux dire, ça booste, surtout si ce n'est pas le patron qui le dit. Donc il y a un effet de montée en responsabilisation qui est propre à l'équipe. Et enfin, j'adorerais vous parler pendant 2 heures de l'intelligence collective, qui est le produit des grandes équipes de niveau E ou de niveau F. La maturité des équipes, nous autres coachs, on les classe en 5 à 6 niveaux, 5 pour les entreprises, 6 pour les sportifs, de maturité de la coopération. C'est-à-dire que ça commence par ne pas coopérer et ça finit par tout faire ensemble à partir de tâches quand même qui sont réparties, ou de fonctions ou de missions. L'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe à répondre à une situation complexe. D'accord ? Donc c'est un résultat, l'intelligence collective. Hein ? C'est pas parce qu'on coopère qu'on est intelligent. C'est plus que ça. On y reviendra peut-être si vous avez des questions ou si j'ai du temps. L'équipe, vous vous souvenez du désert et de ma DRH qui me regardait par-dessus ses lunettes. L'équipe, c'est un lieu, c'est un espace de solidarité avec un certain nombre de biens communs. Quand on fait quelque chose ensemble, c'est un bien commun. Avoir des normes de fonctionnement, c'est un bien commun. Avoir réussi chez tel client, c'est un bien commun. Donc ça, déjà, ça nous donne un élément de solidarité qui produit de la sécurité. La sécurité, par exemple, lorsque je sais que telle personne de mon entreprise respecte les normes de cette entreprise, son comportement devient prévisible. Je suis chez un client, je vais vous donner des exemples de consultants, je sais que si je fais un silence devant le client, je sais très bien que mon confrère va comprendre qu'il doit prendre la parole parce que je la lui laisse à un endroit où il est le meilleur. Ça ne se voit pas. C'est ce qu'on appelle un scénario tactique. Et tout ça, ça produit de l'intelligence collective. Donc, c'était les pratiques prévisibles. Il y a des encouragements. Hein, vas-y, mais si tu peux. On a tous entendu ça. Un jour, on n'osait pas y aller. On a tous entendu quelqu'un dire « Mais si, tu peux, t'inquiète pas, ça va marcher tout seul. Hein » Du coup, on a ce qu'on appelle une permission, un encouragement, et on y va, et on le fait, et ça marche. La même chose quand on se plante. C'est douloureux de se planter. On reçoit du soutien. On l'a pas dans une organisation, il n'y a pas de service du soutien. Hein ? Et on sait très bien que se planter, ça crée une inhibition qui fait que cet acteur, ce collaborateur, va un peu moins se sentir engagé. Alors que s'il a le soutien, il repart. Souvenez-vous, les matchs, ça se voit très bien dans les matchs de volleyball. Il y en a un qui plante un ballon. Qu'est-ce qui se passe immédiatement, vous savez ? Non ? Oui, exactement. Oui, exactement. Voilà. Donc ça, c'est du soutien. C'est « t'inquiète pas, on passe à la suite ». Et puis, dans une équipe, il y a des relations directes. Ce qu'il n'y a pas dans des groupes, dans des comités, il n'y a pas de relations directes. Dans des services, il n'y a pas. Il y a des réseaux d'affinité à l'intérieur, hein, mais il n'y a pas de relations directes. Enfin, j'ai dit que c'est un lieu d'appartenance. Et l'appartenance, ça nourrit chez nous des choses importantes. D'abord, de la proximité. On a besoin d'être proche, de temps en temps, de quelques personnes. Le plaisir de la complicité. Hein, je n'ai pas besoin de lui dire, on a l'habitude de bosser ensemble,
et il sait exactement ce que j'attends. Il y a aussi des liens, du lien et des rituels. On prend le café tous ensemble, on va déjeuner ensemble. Tous les contrôleurs de cette entreprise américaine, lorsqu'ils viennent en France contrôler Thales, ils ont des moustaches. Ils les appellent les moustachus. Ça fait partie de leur rituel, de leur... Ils n'ont pas fait exprès, hein, sans doute, mais ils ont tous des moustaches. C'est comme ça. Enfin, l'appartenance, ça nous produit, ça donne un sentiment de puissance et de pouvoir. Puissance, c'est-à-dire qu'on y était. Ce match, cette affaire, on l'a gagné ensemble. Et chacun s'identifie à la totalité de la victoire. J'y étais, je l'ai fait. En fait, il en a fait qu'une, il a contribué que pour une partie, mais la gratification, il la reçoit entièrement. Et puis le pouvoir, pour finir, le pouvoir individuel. C'est-à-dire que dans une équipe, j'ai plus de pouvoir que quand je suis tout seul. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais donner une idée, je vais m'apercevoir que mon idée, elle est reprise. Non seulement elle est reprise par 2 ou 3 autres, mais elle va être mise en œuvre. Et donc, j'ai un pouvoir d'influence, de dire non, de dire oui, de donner des idées, des préconisations. J'ai un pouvoir d'influence qui va pouvoir s'exercer parce que j'appartiens à ce groupe. La considération nous vient de l'équipe à taille humaine, hein, dans laquelle on est identifié, on est écouté, on est complimenté. On peut prendre des initiatives. Prendre une initiative dans une équipe de 10, c'est beaucoup plus faisable que seul dans une entreprise de 200 personnes. On a sa place et on peut progresser. Alors, comme je laissais un peu de place à des questions et que je pourrais vous parler de ça pendant 3 semaines, j'ai envie de vous dire, vous, DRH, vous, dirigeants, vous, cadres, faites l'équipe, elle fera tout le reste. Voilà. Donc, place à vos questions. On a quelques minutes. Chloé, j'imagine. Merci. 7 minutes. 7 minutes pour vos questions, parce que je suis passé très très rapidement. Oui, monsieur. Oui, je vais parler un peu fort parce que sinon personne ne m'entendra. Oui, allez-y. Non mais grand comme vous êtes et debout, ça marche. Oui, voilà, debout. Bah, voilà. Bon, voilà, moi je suis toujours étonné par l'absence ou la quasi-absence d'éducation autour par exemple de la musique ou en particulier de la musique, hein, ou du sport collectif. En France en tout cas, c'est vraiment des notions négligées, quoi. Et je pense quand même que là, dans ces activités-là, comme vous parlez d'esprit d'équipe, de cohésion, de sentiment d'appartenir à un groupe et tout ça, ben justement, c'est justement dans ces matières-là que ça devrait, justement, cet enseignement devrait être fait à la base. Et chez nous, ben, on s'en fout. C'est exact que dans les entreprises, on repère tout de suite, alors moi je repère tout de suite ceux qui ont fait du sport ou qui en font encore, ou bien les musiciens. Hein, les musiciens, un orchestre, c'est une équipe. Hein, c'est une équipe avec pas de droit à l'erreur, s'il vous plaît. C'est une équipe avec toutes les caractéristiques de l'équipe. C'est tout à fait exact, on les repère et c'est vrai qu'on a très peu de formation au sens, au collectif, hein, tout court. Il n'y a pas cette culture au départ Oui, c'est exact. Une autre question ? Madame. C'est une question un peu... Alors, je travaille en gestion de projet et récemment, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'effectivement, j'adhère totalement et c'est tout à fait vrai, tout ce que vous dites, c'est formidable. Mais ça fait plusieurs fois que je fais partie de projets où il y a des gens très brillants d'ailleurs, qui se reposent sur les autres et qui ne font rien en fait. Alors, ils peuvent travailler au dernier moment et très brillamment, sauf que nous, on est pénalisés et handicapés parce que pendant toute la gestion de projet,
c'est comme s'il se planquait et s'il se reposait sur nous. Et ça, on ne sait pas, on n'a pas su, pour l'instant, on n'a pas su le gérer. Alors, je voulais savoir si vous aviez un conseil. Oui, au moins un. Écoutez, la gestion de projet, ça devrait commencer, et je l'ai fait pour des boîtes comme Philips ou Bouygues, ça devrait commencer par un séminaire de team building, de création de l'équipe. Moi, j'ai fait chez Philips. On m'a dit, voilà, il y a 10 ingénieurs, ils doivent faire un nouveau tableau de bord. Ça va durer que 18 mois. On te fait confiance. On sait qu'en 2 jours, tu es capable de faire comme si ces gens, de faire en fait Lilienthal, comme s'ils se connaissaient depuis 6 mois. Donc en 48 heures, on fait monter la connaissance les uns des autres, la complicité, la proximité. On fait très peu d'opérationnel. On fait que sur le versant de la cohésion humaine. Sachant que quand la cohésion humaine est atteinte, la cohésion technique est réussie. Et puis, il y a aussi des phénomènes d'équipe. C'est que, d'abord, un expert n'aime pas trop être en équipe. Parce que son ego en prend un petit peu un coup. D'accord ? Alors, si on fait tourner l'équipe autour de l'expert, ça marche mieux. Mais si on le met au rang d'équipier, l'expert, il n'aime pas trop. Donc ça fait partie des phénomènes d'équipe. Il y en a beaucoup. C'est comme les gens, je pense à un autre phénomène, qui veulent... C'est un phénomène où un seul individu a la capacité de casser toute l'équipe. C'est le maillon de la chaîne, il manque un maillon, la chaîne, elle ne sert plus à rien. Donc un seul, alors il y a plein de raisons. Je veux être le préféré de la patronne ou la préférée du patron. Ça, par exemple, alors ça vous casse toute équipe, toute une équipe. La grande expertise, la grande expérience. C'est-à-dire qu'il faut traiter ces gens-là. Alors il y a des formules, on appelle ça des équipes à champions. Dans le sport, on a des équipes en champion, c'est-à-dire que l'équipe est au service d'un champion. Et peut-être que dans les projets, il y a à inventer cette espèce de bipopulation, bipolarité entre le ou les champions et l'équipe. Il a besoin d'être plus reconnu qu'un autre, l'expert ou le champion. D'ailleurs, il n'est pas expert ou champion par hasard, c'est souvent pour ça. Il y a une question ? Oui. Oui, madame. Bonjour, je travaille dans une grosse entreprise fonction publique de la région et donc dans notre service, l'esprit d'équipe, tout ça est acquis. Mais comment faire entendre justement à l'organisation et aux dirigeants de l'organisation que c'est par là que ça fonctionne le mieux, en mettant en place ce type de management ou de fonctionnement. Voilà. Bon, je regrette la réponse que je vais vous faire. C'est un peu mission impossible, pour 2 raisons. Moi, j'ai tenté ça. En tant que coach d'équipe, j'ai fait monter des équipes en puissance. J'étais très fier. L'équipe était très heureuse. Le contexte de l'entreprise, ces jalousies, ont fait que cette équipe a été dispersée. C'est-à-dire que le corps de l'entreprise ne supporte pas qu'une équipe dépasse les autres. Ça, c'est une première raison, première réponse. La deuxième réponse, c'est celle que j'ai faite à madame. J'ai dit, les experts, les champions, n'aiment pas trop se mettre dans une équipe parce que leur ego est rabaissé. Les directeurs aussi, les dirigeants aussi. D'accord ? La seule solution que vous aviez, à mon sens, ça dépend du pouvoir d'influence qui est le vôtre. Alors, il y a 2 solutions. Il y a faire du coaching stratégique. C'est comment je vais faire pour que ma boîte arrive à. Ça existe, ça s'appelle du coaching stratégique. Une personne un peu seule se fait payer cette démarche et on réfléchit à comment développer cette idée, comment une personne va influencer tout un système.
Ça, c'est le coaching stratégique. Il y a aussi du coaching d'organisation, mais là, ça peut être lancé que par la direction générale qui dit on veut être plus efficace, on veut fonctionner en équipe. Et là, en effet, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Mais seul, isolé, je dis, il y a le coaching stratégique qui est une réponse de moyens. Chloé, c'est vous qui... La maîtresse des horloges. Ah, très bien. Oui. Alors, une question, en fait, j'aimerais bien savoir si dans une entreprise, on peut avoir l'esprit, c'est-à-dire l'esprit d'équipe et en même temps l'autonomie. Est-ce qu'on peut être autonome et avoir l'esprit d'équipe dans le travail? Oui, on peut. Dans une équipe, on a un espace d'autonomie. Le gardien de but, il a un espace d'autonomie. Il a un espace d'interdépendance avec les autres. Il a un espace de responsabilité. D'accord ? Sa responsabilité, c'est qu'il n'y a pas de ballon qui rentre dans le but, mais il est aidé par les arrières. Donc, il a la responsabilité, mais il est aidé et en interdépendance avec d'autres joueurs. C'est-à-dire que l'autonomie et l'interdépendance ne s'opposent pas. Ça consiste à découper notre zone de responsabilité en espaces plus fins, à affiner ça. C'est fini, a dit Chloé. Donc, je vous remercie. À bientôt.